Quand tu as un collaborateur sous-performe, beaucoup de managers font l'une de ces deux erreurs. La première, ils attendent trop longtemps. La seconde, ils jugent trop vite. Soit ils se disent ça va s'arranger, je vais encore lui laisser un peu de temps, ou simplement je veux pas le braquer. Soit il passe directement à il n'est pas au niveau, il n'est pas fiable, je peux pas compter sur lui. Dans les deux cas, malheureusement, ça va mal se passer. Parce qu'un problème de performance mal géré, c'est pas qu'un sujet individuel. Ça finit toujours par coûter à trois endroits. À la personne, à l'équipe, à vous-même, le manager. Donc la vraie question, c'est pas comment mettre plus de pression. La vraie question, c'est comment traiter un écart de performance de manière claire, juste et utile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des clés sur ce sujet. D'abord, il faut être clair sur une chose. Dire qu'il y a un sujet de performance, c'est pas attaquer une personne. C'est nommer un écart entre ce qui est attendu et ce qui est avéré, ce que vous observez. Tant qu'on fait pas cette différence, on risque de mal gérer toute la suite. Autrement dit, si la performance cible n'est pas fixée, ça va être très difficile d'aborder le sujet avec votre collègue. Parce que vous allez rester dans une zone de flou. Je le sens pas, il est pas au niveau, ça va pas. On n'aide pas la personne en lui disant ça. Ni vous, ni lui, ni toute l'équipe. Donc pour moi, la bonne séquence de gestion de ce type de situation, elle tient en 5 verbes. Objectiver, comprendre, recadrer, accompagner, décider. Un low performer, donc quelqu'un qui est en situation de sous-performance, ça se gère pas à l'instinct. Ça se gère avec de la clarté. Commencez par objectiver. Le premier réflexe, revenir aux faits. Évitez le « il est pas fiable ». Choisissez plutôt « ce livrable a été rendu en retard 4 fois ces 6 dernières semaines ». On a eu 3 erreurs répétées sur ce type de tâche précise. Ou encore, rien que cette semaine, j'ai dû le relancer 3 fois sur cette problématique. Ce que tu cherches, ce sont 2 ou 3 exemples précis, récents, vérifiables, non équivoques, observables, quoi. Pourquoi c'est important ? Parce que si tu arrives avec une impression générale, la discussion va se perdre. La personne va se sentir jugée. L'idée, c'est que tu bases ton argumentaire sur des choses solides, des choses non équivoques. Des choses qu'on ne peut pas contester. La personne va se défendre si tu ne le fais pas. Tu vas te crisper. Et vous allez parler de votre ressenti, pas du travail. Alors que si tu pars des faits, tu peux avoir une vraie conversation, des vraies explications. C'est pas forcément confortable, mais c'est sacrément utile. En résumé, tant que tu parles de ton impression, tu crées du flou. Quand tu parles en fait, tu crées le cadre d'une discussion constructive. Second point, ne pas aller trop vite en conclusion. La deuxième étape, c'est donc comprendre ce qui se passe vraiment, questionner. Parce que toute sous-performance ne veut pas dire la même chose. Le problème peut être de la compétence, de la clarté, de la charge de travail, de la priorisation, de l'engagement ou un problème plus personnel ou relationnel. Autrement dit, est-ce que la personne ne sait pas faire ? Est-ce qu'elle ne comprend pas ce qu'on attend d'elle ? Est-ce qu'elle met de l'énergie au mauvais endroit ? Est-ce qu'elle est perdue dans un environnement ou un contexte qui peut être un peu flou ? Ou est-ce qu'elle n'est pas vraiment engagée ? C'est une étape clé de la discussion. Tu ne vas pas traiter de la même manière quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui ne comprend pas ou quelqu'un qui ne veut plus. Et beaucoup d'erreurs managériales viennent de là. On met de la pression sur un problème de clarté, on recadre sur un problème de cohérence, on accompagne très longtemps quelqu'un qui est déjà engagé. Donc avant de recadrer la personne, pose-toi la question, quel est le vrai problème que je suis en train de regarder. En résumé, je dirais que la sous-performance, c'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Il y a quelque chose derrière. Le troisième point, c'est de ne pas tarder, de créer cette conversation rapidement pour pouvoir traiter, j'allais dire, le mal à la racine. C'est sans doute une métaphore un peu exagérée, mais effectivement, le plus on attend, plus la situation va pourrir. Je vous invite vraiment à pas attendre un entretien annuel pour parler de ces sujets-là avec vos collègues. Comment structurer cette discussion ? Il y a une méthode qui fonctionne bien, vous avez sans doute déjà vu si vous suivez cette chaîne, sinon je vais vous renvoyer, alors quelque part je mettrai une petite fiche vers cette vidéo qu'on a faite sur le feedback, une méthode qui fonctionne plutôt bien. Je mettrai aussi le lien dans la description, comme ça je suis sûr que vous l'aurez. C'est d'utiliser un framework qui s'appelle Coin, pour contexte, observation, impact et next step. Je m'explique. Contexte. Je voudrais qu'on parle des 3 dernières semaines sur ce dossier A, B, C, D ou E. Mon observation. J'ai constaté que le livrable lié à ce projet était en retard et j'ai dû te relancer 4 fois sur le sujet. L'impact, c'est que ça ralentit le projet, ça nous met en retard et ça érode la confiance que nous accorde notre client. Next step. J'ai besoin qu'on trouve une solution ensemble pour que ça se reproduise plus et que tu sois à l'aise dans la suite du projet. Ce qui compte ici, c'est le ton. On n'est pas dans le jugement. On est là pour aider la personne qui est face à nous. On est là pour être clair, pour créer de la clarté, pour redéfinir les règles du jeu. À un moment, vous pouvez même oser une phrase que beaucoup de managers redoutent. Aujourd'hui, j'observe un écart sur ce qui est attendu sur ton rôle et ce que j'observe sur le terrain. C'est direct, c'est professionnel, peut-être un peu froid, mais ça va ouvrir une vraie discussion. Le problème, c'est pas d'avoir une discussion, une conversation inconfortable. Le problème, c'est de laisser une ambiguïté s'installer au fil du temps. Et en général, un recadrage, plus il est tardif, plus il est violent pour les deux côtés. Quatrième point, construire un plan de redressement
très concret. C'est donc la 4e étape. Sortir de l'entretien avec un plan correctif, partagé et compris. Pas besoin d'avoir un long texte, un grand speech, pas une promesse vague, mais une liste de choses à mettre en place. Vous pouvez faire des bullet points, des petits tirets avec choses qui sont attendues de part et d'autre pour corriger la situation. Un vrai mini-plan. Sur une période assez courte, ça peut être 3 semaines, ça peut être 6 semaines. Des choses qui vont vous permettre d'observer une amélioration très très rapidement. Vous pouvez par exemple lister 2-3 attentes maximum, des critères observables, un rythme de suivi, comment vous allez suivre l'évolution de votre collègue sur cette période-là. Et le soutien pour vous, manager, ce que vous proposez. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'on ne va pas rattraper quelqu'un en situation de sous-performance avec un rendez-vous trop solennel. Peut être le cadre de cette conversation difficile. Faut que ce soit suivi des faits. On traite ça avec des boucles courtes, des itérations rapides, des priorités visibles et des attentes concrètes. La progression va pas venir d'un gros électrochoc. Il vient souvent d'un meilleur cadrage, répété dans le temps et de petits paliers à franchir de manière progressive. Mon 5e point, très important, remettre de la structure. Il est très lié au celui d'avant. Quand quelqu'un sous-performe, beaucoup de managers pensent qu'il faut mettre un coup de pression. Moi, je pense qu'il faut surtout remettre du cadre. Ça veut dire clarifier les priorités, vérifier que les attendus sont compris, demander un point intermédiaire, distinguer ce qui est urgent, important et ce qui est accessoire et proposer de l'aide pour faire ça et réduire au maximum les zones grises, les zones de flou. Point suivant, ne pas regarder le sous-performeur comme une chose isolée, une personne isolée. Parfois, ça vient aussi du collectif. En effet, on observe parfois qu'une personne sous-performe, mais que le système de travail autour entretient ce problème. Je vous donne un exemple. Les attentes ne sont pas super explicites. Les feedbacks sont trop rares. On alterne micro-management ou autonomie totale, sans vraiment l'expliquer. Les réunions nous prennent beaucoup de temps, mais nous aident pas forcément à avancer. Les informations importantes ne circulent pas super bien. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont pas dans le bon tempo parce qu'ils n'ont pas eu cette information. Donc oui, il faut traiter la responsabilité individuelle et la sous-performance individuelle, mais il faut aussi peut-être se questionner sur le système qui est autour. Parce qu'un manager peut parfois dire j'ai un low performer dans mon équipe, mais en même temps avoir un rôle flou, des priorités instables, proposer des injonctions parfois contradictoires ou paradoxales et avoir un fonctionnement collectif dans son équipe qui n'est pas super bien structuré. Donc en conclusion sur ce point-là, je dirais qu'effectivement avoir une personne qui sous-performe dans son équipe, c'est un sujet à traiter, c'est aussi un questionnement peut-être à avoir de manière plus globale dans son management, se poser des questions en disant tiens, comment je peux faire pour que ce sujet-là ne se répète pas ailleurs. Point suivant, il s'agit d'aider sans faire à la place. Et ça, je pense que c'est un écueil aussi qu'on voit beaucoup chez les jeunes managers qui sont experts eux-mêmes et qui ont tendance à récupérer la charge de travail lorsqu'il y a un sujet de sous-performance. C'est souvent contre-productif. Concrètement, je vous invite à apporter du soutien, oui. Des relances infinies, par contre, non. Des objectifs revus à la baisse sans le dire, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Une ambiguïté un peu polie parce qu'on n'a pas envie de heurter les gens, non, ça fonctionne pas non plus. C'est un point très important parce que effectivement, beaucoup de managers confondent bienveillance et évitement. Ils pensent protéger la relation en disant pas vraiment les choses et en absorbant peut-être une partie de la charge de travail. La réalité, c'est qu'il la fragilise. Pourquoi? Parce qu'à force de pas nommer clairement le sujet, personne ne sait plus vraiment où elle en est. L'équipe autour voit l'écart et constate qu'il n'a pas été traité. Et vous, en tant que manager, vous allez vous fatiguer ou vous user à chercher à compenser ce manque de performance. Donc en résumé, du soutien sans exigence, ça va maintenir une forme de confusion au sein de votre équipe. Enfin, dernière étape, si malgré le cadre, le soutien, le suivi, les attentes clarifiées et du temps donné pour progresser, rien ne change vraiment, c'est sans doute qu'il est temps de prendre une décision. Ça veut dire documenter les faits, associer les RH ou votre propre manager si nécessaire, formaliser les attentes, envisager un changement de périmètre, une mobilité ou une procédure plus formelle selon le contexte. Le pire ici, c'est pas tellement ce que vous enclenchez. Le pire serait de laisser durer cette situation floue. Parce qu'à ce stade, vous ne protégez plus la personne. Vous prolongez une situation qui abîme tout le monde. Manager, c'est pas seulement accompagner. C'est aussi décider quand l'accompagnement n'a pas produit l'évolution escomptée. À un moment, ne pas trancher devient aussi une décision. Et c'est souvent la mauvaise. Enfin, pour conclure cette vidéo, si je devais résumer, je dirais que la bonne séquence pour gérer quelqu'un qui est en sous-performance dans son équipe, c'est objectiver les faits, comprendre la cause réelle de cette sous-performance, faire un recadrage clair, fixer 2 à 3 attentes visibles, suivre en cycle court, constater une amélioration ou prendre une décision. Ce que vous voulez absolument éviter, c'est le flou, l'évitement, le sentiment de gêne un peu poli, les relances infinies et enfin les demi-décisions, les demi-mesures. Parce que quelqu'un qui est en sous-performance, ça se traite pas par un agacement silencieux, ni par un jugement rapide. Ça se traite
avec une forme de courage, une forme de clarté, de la structure. Votre rôle en tant que manager, c'est pas d'espérer que ça s'arrange, c'est de rendre l'écart visible, traitable, puis de décider. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai une petite question à vous poser si vous m'avez suivi jusqu'ici. De votre point de vue, vous pouvez répondre dans les commentaires. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce genre de situation? C'est nommer clairement l'écart? C'est comprendre la vraie cause? C'est recadrer sans casser la relation que vous pouvez avoir avec la personne? Ou c'est trancher si les choses ne bougent pas? Dites-moi en commentaire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like, me mettre un commentaire de feedback, je les lis tous et ça nourrit beaucoup la réflexion sur la suite de cette chaîne. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.